Les toilettes. Voilà, avant de partir de chez moi, je suis allé au moins 3 fois aux toilettes. Et à peine arrivé ici, j'y suis retourné avant de m'asseoir devant vous. Les toilettes. On peut s'imaginer, vous voyez, ce qu'on serait sans toilettes, puisqu'en fait, c'est quelque chose d'assez récent. Hein, l'égout parisien, ça date du XIXe siècle. C'est il n'y a pas très longtemps. Les sanisettes, tout ça, ça date du XIXe siècle. C'est très récent. Et c'est vrai qu'on peut se demander, vous voyez, ce que seraient nos corps, vous voyez, sans toilettes, sans les cuves de WC, sans les urinoirs. On serait toujours tendu, on aurait des vapeurs, on serait toujours en train de se retenir, vous voyez. Et donc, on est presque connecté, donc constamment, vous voyez, donc, à ces instruments. Et ces instruments, c'est vrai que je ne vais pas montrer d'image, mais d'ailleurs, c'est le livre de Roger-Henri Guérand, Les lieux, que je vous conseille de lire, c'est sûrement plus intéressant que mon cours d'ailleurs, mais qui le rappelle, vous voyez, donc, puisque avant les toilettes, avant les water closets, effectivement, il y avait des tas d'instruments, vous voyez, effectivement, qui avaient un rapport intime au corps, vous voyez, pour recueillir les urines, pour recueillir aussi les excréments, quand on ne pouvait pas faire autrement, puisqu'effectivement, il y avait, au XVIIIe siècle, par exemple, très très peu, il n'y avait pas de toilettes. C'était des seaux, c'était qu'on appelle ça, des chaises percées, mais il y avait très très peu de toilettes. Bon, de toute façon, ce n'est pas du tout un cours d'histoire, mais voilà, mais j'aimerais bien qu'on rentre là-dedans, voyez, donc, sur d'abord cette dépendance, voilà, cette dépendance donc à tout ce système qui vient donc recueillir nos urines ou nos excréments pour pouvoir nous libérer. D'ailleurs, c'est vrai que ce cours, bon, sur les toilettes, je le fais dans le cadre des éléments de l'architecture. D'ailleurs, bon, c'est vrai que je me suis, disons, inspiré de l'exposition de Doma et Druncolas à Venise en 2014, puisque dans ces éléments de l'architecture, même si ça n'a pas beaucoup de rapport avec ce que je dis, mais il avait intégré les toilettes. Mais c'est vrai que ce cours, il aurait pu, disons, s'inscrire, vous voyez, dans le cours que j'avais fait il y a quelques années sur les actes fondamentaux. Et d'ailleurs, il a beaucoup de rapports avec le cours manger. On va le voir, vous voyez, puisque pour manger, effectivement, c'est un truc de fou, quoi, si vous voulez. Voilà. Parce que pour qu'on n'ait pas faim, vous voyez, jamais pratiquement, pour qu'on fasse nos 3 repas par jour, le matin, le midi, le soir. Putain, on a colonisé toute la planète, vous voyez. On a tout déforesté, vous voyez. Voilà, on a créé des champs partout. Et après, on a créé des infrastructures, voilà, qui mènent des pays les plus lointains, voilà, des aéroports, des pistes d'aviation, des voies maritimes, pour que jamais nous n'ayons faim. Voilà. Et quelque part, c'est pareil pour les toilettes, pour que jamais nous ayons des envies, pour que jamais nous ne nous retenions, eh bien, il y a ce réseau donc, qui vient drainer, après vous avoir apporté à manger, vous voyez, il y a ce réseau qui vient drainer, voilà, vos excréments. Voilà, c'est plutôt l'image un peu de base. C'est la première image. Je vais revenir dessus tout de suite. Et l'autre image, c'est vrai, c'est un peu ce que je dis dans mon article que j'ai publié dans le dernier Archiscopie sur ce thème-là. Ça s'appelle non-lieu. Voilà, pourquoi non-lieu ? Parce que on dit toilette, mais pourquoi dire, enfin, il y a 1000 noms, il y a 1000 mots, vous voyez. C'est toujours des périphrases pour exprimer ces lieux. Mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de mot juste. Vous voyez, il y a la salle à manger, bon d'accord, mais il n'y a pas, excusez-moi, la salle à chier, oui, ça n'existe pas. Vous voyez, donc, voilà, donc il n'y a pas le mot juste pour qualifier ce lieu. C'est un lieu qui n'a pas de nom, qui n'est pas nommable, comme effectivement un autre être qui ne peut pas être nommé, qui n'est pas nommable. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi, si vous voulez, quelque chose de presque sacré, voilà. Dans
à la fois dans cet acte et puis dans le lieu qui le permet. Voilà. Et donc nous allons voir ça donc, dans le courant du cours. Voilà, je commence par ça, corps connecté. Voilà, c'est vrai que voilà, on est connecté. Hein. On est connecté comme voilà le mec là dans Matrix. Hein, c'est la plus fabuleuse image du film, je trouve. Hein, où il est dans sa capsule. Et puis, il est donc complètement connecté, vous voyez, par tous ces organes à la matrice. Et puis, il s'aperçoit effectivement que tous les autres humains, hein, bien que sont comme lui, voilà, hein, connectés hein, par des câbles hein, qui viennent se brancher sur son corps, sur son cerveau, hein, sur tous ses organes, hein, pour qu'il puisse donc vivre hein, donc, dans sa capsule, hein, donc, tout en étant à la fois nourri et puis aussi bien sûr, libéré hein, de ces excréments. Voilà, on voit très bien la connexion hein, donc, hein, du corps. Et quelque part, je vous demande, quand vous irez aux toilettes, de voir ça, de réfléchir à ça hein, tout à l'heure. Voilà, comment on est connecté et comment, effectivement, c'est vital. Hein. Moi, je ne suis pas du tout, moi, dans le côté, disons, société. Enfin, je ne suis pas contre la société de contrôle, mais c'est évident que, voilà, l'homme, c'est vrai qu'il est, disons, couvé hein, constamment hein, pour pouvoir être voilà, le plus intelligent possible, pour avoir l'esprit le plus libéré possible, pour pouvoir travailler le mieux possible, hein, pour pouvoir donc faire évoluer la société le mieux possible. Et donc, effectivement, il est libéré de la faim, et puis il est libéré hein, de la retenue quand il doit aller déféquer ou uriner. Voilà, donc là maintenant, on va rentrer un tout petit peu dans l'architecture, mais c'est vrai que je n'ai pas tellement d'exemples à vous faire voir, et c'est ça qui est un peu terrible, finalement, c'est que vous voyez, bon, quand j'ai fait le cours sur manger, c'est vrai qu'il y a des salles à manger qui sont extraordinaires, il y a des salles à manger de Wright, il y a des choses comme ça qui sont vraiment formidables. C'est des espaces qui sont vraiment totalement étonnants, vous voyez, vous les avez tous en tête. Et par contre, les toilettes, non. Alors, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a très peu de choses. Hein. Voilà. Mais par contre, il y a, si vous voulez, hein, c'est Viollet-le-Duc qui l'a découvert, il y a beaucoup, hein, justement, dans l'architecture médiévale. Hein. Parce que dans l'architecture médiévale, effectivement, vous voyez, dans les châteaux, dans les bâtiments fortifiés, eh bien, les toilettes, les latrines, voilà, étaient rejetées donc, à la périphérie, et puis donc on faisait ces excréments, vous voyez, dans des tourettes, et les excréments étaient rejetés ensuite dans les fossés. Voilà. Ça, je trouve ça poétiquement très beau, parce que voilà, ça met en place deux choses. Vous voyez. D'abord, effectivement, l'intérieur du château, il est propre, hein, puisque personne ne fait à l'intérieur. Et en même temps, vous voyez, l'intérieur du château est protégé hein, par d'énormes murailles en pierre. Et puis, en même temps, voilà, vous voyez, sur ce dispositif vient se greffer un autre dispositif. Hein, c'est celui du marquage du territoire par ces excréments. Vous voyez. Donc, il y a à la fois, vous voyez, un dispositif architectural et puis un dispositif complètement animal. Ça veut dire que, voilà, hein, d'un côté, il y a l'intériorité, il y a l'intimité, il y a le territoire protégé, et puis de l'autre, il y a l'ailleurs. Et c'est à la fois marqué donc, par des murs en pierre, et puis donc par l'odeur hein, des excréments qui tombent dans le fossé. Voilà, notre exemple, c'est qu'il a beaucoup réfléchi là-dessus, parce que finalement, au XIXe siècle, comme je l'ai dit en début du cours, voilà, il y avait très peu de... C'était un impensé complet. C'était toujours des pots de chambre, hein, des chaises percées, c'était des tas d'instruments. Il y avait quelquefois des toilettes avec des canalisations qui menaient dans des fosses septiques. Il y avait des fosses septiques, mais il n'y en avait pas tout le temps. Et c'est vrai que les rues donc, étaient d'une puanteur démente. Quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il a été fasciné hein, en tant que rationaliste, en tant qu'humaniste, en tant que saint-simonien, je ne sais quoi encore, vous voyez, en tant que progressiste, voilà. Il a été, en tant qu'hygiéniste, voilà, il a été complètement fasciné
voilà, par le château fort. Voilà. Donc là encore, vous voyez, une latrine qui est en porte-à-faux, donc sur un mur. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, la latrine, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est à la fois donc un lieu d'aisance, mais c'est aussi donc, un élément qui peut rentrer dans la défense du château fort. Et donc les deux systèmes-là sont totalement imbriqués. Voilà. Autre exemple des latrines donc, du château de Marcoussis, toujours décrite par Viollet-le-Duc dans le dictionnaire raisonné de l'architecture française. Vous voyez, il faut le voir à la fois comme quelque chose d'historique, mais il faut le voir aussi à la fois comme un traité, comme un manifeste, vous voyez, ces dessins, un manifeste donc pour une réflexion sur l'hygiène et sur la propreté. Là, vous voyez, c'est des coursives qui sont, disons, en espalier, et qui sont reliées non pas par l'extérieur au fossé, mais qui sont reliées par des colonnes. Ça aussi, c'est intéressant. Quand vous voyez, quand on voit le cours sur la colonne qu'on a fait, ou la colonne... Vous voyez, la colonne, le cours que j'ai fait la dernière fois, donc c'est la colonne qui porte, vous voyez. Et puis ça correspond aussi à un corps glorieux. Tandis que là, c'est la colonne qui est creusée et par laquelle tombent les déjections et sur laquelle s'assit, vous voyez, un corps, non pas le corps glorieux du dorique ou du ionique ou je ne sais pas quoi, mais c'est le corps accroupi, voilà, presque animal. Voilà, encore un exemple aussi intéressant, là on le voit, c'est donc à Pierrefonds qui a été complètement repensé et redessiné et reconstruit par Viollet-le-Duc. Vous voyez, on voit, là c'est une tour de toilettes, où les toilettes sont superposées d'étages de latrines, où elles sont superposées d'étage en étage, et puis au rez-de-chaussée, donc elles donnent, les excréments qui sont recueillis ne tombent pas dans le fossé, mais sont recueillis dans une fosse d'aisance. Et cette fosse d'aisance, elle est faite aussi pour être nettoyée. C'est pour ça qu'on voit, vous voyez, un bloc en pierre au centre de la fosse d'aisance. C'est pour aider, vous voyez, à l'évacuation donc des excréments quand il faut nettoyer cette fosse. Voilà, autre exemple. Là, on voit Viollet-le-Duc, vous voyez, donc, qui est fasciné par ces dispositifs médiévaux. Peut-être qu'il les a aussi fantasmés quelque part. Mais voilà, c'est un regard voilà, critique, un regard de constructeur sur une période du passé. Et là, c'est un autre regard de critique, un autre regard de constructeur sur l'architecture du passé. Ça, ce sont les maisons fortifiées d'Écosse, là, vous voyez, donc les maisons tours. C'est le château de Cumlogan. Donc c'est un bâtiment fortifié qui permettait de définir la frontière, de marquer le territoire, puisqu'on revient aussi sur les cours précédents, de marquer le territoire, la frontière entre le territoire de l'Écosse et le territoire de l'Angleterre. Et là aussi, bien sûr, donc, il y a un système. Mais simplement, c'est vrai que ce système-là, si vous voulez, il y a les toilettes, les latrines, elles sont prises totalement dans l'épaisseur du mur. Et ce qu'il y a aussi de fou, c'est que, vous voyez, au centre, il y a une grande pièce, totalement polyvalente, et puis à la périphérie, dans l'épaisseur du mur de pierre, donc il y a des chambres qui bénéficient de la lumière, notamment les toilettes, les circulations, les espaces pour lire, les espaces pour discuter. Tout ça, c'est autour du grand espace central. Et là, vous voyez, le regard sur ce château, c'est ce qui a permis au grand architecte américain, Louis Kahn, vous voyez, de théoriser voilà, la question des espaces servants et des espaces servis, la séparation des espaces servants et des espaces servis. Notamment, là, par exemple, dans la bibliothèque d'Exeter, vous voyez, il reprend le dispositif, la typologie du château écossais. Donc on a un vide central, un vide où il ne se passe strictement rien. Et puis après, à la périphérie, donc, il y a des anneaux comme ça, avec des activités. D'abord, effectivement, les étagères et les réserves avec les livres. Et puis ensuite, au bord des fenêtres, donc les espaces de lecture. Et bien sûr, vous voyez les toilettes,
elles viennent rentrer dans ce dispositif, puisqu'aux 4 angles, vous avez donc 2 cages d'escalier, donc un bâtiment pour les conférences, et bien sûr donc les toilettes. Voilà, et là, j'ai fait tout ça pour parler d'un projet dont j'ai déjà parlé ici, je crois, dans le cours sur Manger, c'est parce que je le trouve vraiment extraordinaire. Il n'a pas du tout été construit. Il n'a pas du tout été construit. C'est une recherche par le projet qui a été financée par une agence. C'est Yves Lyon et puis Leclerc, voilà, et François Leclerc, en 87, il y a déjà longtemps. Donc ils ont fait des recherches là-dessus. Ils ont repris le schéma cagnien, voilà, avec les toilettes, avec les activités à la périphérie et le vide au centre. Et putain, ils l'ont appliqué au logement. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit peut-être pas... Voilà, on voit là sur la perspective, voilà, vous avez des bandes voilà, au niveau des fenêtres, et dans ces bandes, vous avez toutes les activités, que ce soit la cuisine, que ce soit la salle de bain, la baignoire, la douche, les toilettes, vous voyez, et au centre, c'est complètement vide. D'autant plus que, pourquoi ils ont fait ça aussi? Parce qu'en fait, à cette époque-là, ils étaient amenés à construire en banlieue parisienne, et c'est vrai qu'en banlieue parisienne, quand on passe dans les rues, on a l'impression que les bâtiments, ils ne sont pas habités. Quoi, parce qu'effectivement, les gens travaillent, ils rentrent tard le soir, quand ils rentrent, ils font la cuisine elle est plutôt à l'intérieur. Oui, le matin, quand ils se lèvent, ils se lavent dans leur salle de bain, qui est plutôt à l'intérieur. Et le soir, ils regardent la télévision plutôt à l'intérieur. Et là, l'idée, c'était d'inverser complètement le processus et de reporter voilà, donc, toutes les activités en façade, et notamment, vous voyez, les toilettes. On les voit sur la photo, ils sont dans la bande bleue. Donc on revient, c'est une manière voilà, de revenir quelque part, mais d'une autre façon, vous voyez, donc, au château fortifié aussi de Viollet-le-Duc, où les toilettes étaient rejetées à la périphérie. Mais là, voilà, le sens a changé. Ce n'est pas vraiment pour rejeter les excréments à la périphérie, pour marquer le territoire, mais c'est au contraire pour ramener toute l'activité en façade, pour qu'il y ait une interface voilà, entre la rue qui est déserte, en général, dans certaines banlieues parisiennes, et puis les appartements où l'activité se concentre trop au centre. Voilà, là, le centre est vide. C'est les chambres, c'est le séjour, où on s'assoit, on regarde la télé. Et par contre, voilà, c'est la périphérie. Voilà, on peut prendre sa douche, voilà, donc en façade, où on peut faire ses besoins, voyez, ou prendre son bain dans la façade. Voilà, autre vision aussi, vous voyez, là c'est un peu les dispositifs architecturaux. Voilà, comment on gère cette question des toilettes quand on dessine un plan. Voilà, autre dispositif, c'est un autre bâtiment dont j'ai déjà parlé aussi, c'est le familistère de Guise, de Jean-Baptiste de Gaudin. C'est une utopie inspirée du familistère de Fournier, lui-même inspiré de Versailles. C'est un Versailles pour le peuple, c'est une idée qu'a toujours travaillé les constructeurs, les architectes. Mais simplement, c'est vrai que là, voilà, peut-être mieux que Versailles, les questions d'hygiène étaient vraiment mises en évidence. Notamment, donc, on va le voir, les toilettes. Voilà, ça c'est le bâtiment principal avec une gigantesque cour centrale, fermée par une verrière, et puis des coursives donc, qui permettent toujours, parce que c'est toujours habité, qui permettent aux habitants d'entrer dans leurs appartements. Enfin, c'est vraiment, je vous conseille vraiment d'aller voir ce truc, c'est un truc complètement sidérant. Voilà, et donc les appartements étaient à double orientation, il y avait des portes et des fenêtres sur la cour et sa verrière, et puis donc des fenêtres vers l'extérieur. Voilà, et ça c'est le plan. Vous voyez, donc en général, bon, les appartements faisaient 2 chambres. Voilà, donc deux pièces, voilà, une sur la cour et une sur le jardin. Et puis, bon, on pouvait le système permettait de relier deux pièces pour faire un 4 pièces. Mais surtout, ce qui est important, c'est voilà, les toilettes. Voyez. Donc, elles sont ici, là, vous voyez, voilà, dans un angle du bâtiment. Voilà, elles sont ventilées, voilà. Elles sont à proximité de l'escalier, voilà, parce que voilà, quelque part c'est des flux, vous voyez, qui sont traités. C'est ça qui est intéressant, je trouve aussi dans ce projet, c'est que voilà, on raisonne en termes de flux, voilà, flux de personnes qui montent et qui descendent pour rejoindre les coursives et pour aller à leur appartement
effluent des excréments, des étrons, des crottes qui tombent donc, dans la fosse septique. Voilà, et ça, c'est l'appareil qui est fabriqué par, justement, l'entreprise Godin lui-même. C'était une fonderie, donc il faisait des éléments en fonte, notamment des poêles. Et là, c'est un toilette. Bon, c'est pas un water closet, parce qu'il n'y a pas de siphon, hein, mais donc il y a un mécanisme assez complexe qui permet, donc, avec une trappe, qui permet de faire disparaître et tomber des excréments. Et il y a aussi donc de l'eau qui permet le nettoyage de la cuve. Voilà, donc vous voyez, il y a à la fois la cuve, voilà, et puis ensuite la mise en réseau. Voilà. Parce qu'avant c'était comme ça. Quoi. Ça, c'est une image du Décaméron de Boccace. Vous voyez, on voit une construction en bois au-dessus de la rue, avec une latrine, et donc les gens faisaient directement au-dessus de la rue. Hein, et effectivement, il y avait certaines rues comme ça, dans lesquelles il ne fallait surtout pas aller. C'est ce que raconte un petit peu la légende de l'histoire, là, où effectivement, vous voyez, on était pris dans une sorte de déluge de merde. Quoi. Voilà, donc voilà, ça c'est ça. Et après, effectivement, ça c'est un plan de... Moi, j'ai pris celui-là, parce que je ne suis pas du tout ingénieur. Je vous dis, je ne veux pas faire un cours d'histoire, ni d'ingénierie. Je ne suis pas plombier non plus, vous voyez, ni de plomberie. Donc, je vais rester, mais quand même, malgré tout, traiter cette question-là. Parce que, bien sûr, au XVIIIe siècle, notamment Pierre Pat, d'autres architectes, hein, d'autres ingénieurs se sont penchés sur la question des égouts, voilà, commencer à réfléchir aux égouts, hein, et comment, effectivement, arriver à connecter hein, les immeubles aux égouts. Et là, vous voyez, on voit sur le bâtiment à gauche, on voit une latrine qui donne directement sur un conduit qui mène à l'égout qui se trouve au-dessous de la rue. Vous voyez, donc le système, il se rationalise. Et puis ensuite, bien sûr, vous voyez, ça permet, vous voyez, de libérer hein, donc, les espaces publics de l'odeur pestilentielle. Et ça permet aussi de les traiter. Voilà. De les traiter presque comme des intimités. Ça, c'est le plan de Pat. Bon, c'est un plan totalement utopique, hein, parce qu'on voit certaines places qui existent, la place des Victoires, la place des Vosges, la place de la Concorde, mais il y a d'autres places. Parce qu'effectivement, à partir du moment où effectivement, on libère vous voyez, la ville donc, des fosses septiques, et puis de tous les artisans qui étaient attachés, si vous voulez, vous voyez, à les nettoyer, hein, à porter dans les wagonnets hein, les déjections, et à les vendre aux paysans pour qu'ils puissent, là aussi, le système manger et le système déféquer, vous voyez, ils se rejoignent ou ils se superposent pour les vendre aux paysans, pour qu'ils puissent donc épander leur champ. Vous voyez, tout ça, petit à petit, voilà, ça va disparaître et ça va permettre effectivement donc de libérer complètement la ville hein, de l'odeur, des déjections, et aussi quelque part, voilà, c'est aussi quelque part la naissance hein, d'un espace, je pense, vous voyez, sans extériorité, voilà, un espace sans dehors. Voilà, vous voyez. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a très peu de dehors. Vous voyez, dans le château fort, c'est sûr que tu as un dehors, putain. Parce que si tu vas dans le fossé, tu vas savoir ce que c'est que l'extérieur, tu vois. Tandis qu'ici, non. Quelque part, tu es toujours chez toi, vous voyez. Hein, tout est propre, tout est parfaitement pacifié. Hein, et donc, c'est vrai que, voilà, on voit apparaître hein, la ville contemporaine qui est une ville sans extériorité, voilà, hein, sans dehors. Voilà, donc là, je vais revenir, comme je l'ai dit, hein, à la biennale de Colas. Ça s'appelait Element. Et il y avait effectivement une salle enfin, réservée donc, aux toilettes. Bon, cette salle, elle est intéressante parce que, voilà, il dit bien, quelque part, que, voilà, à un moment donné, une fois qu'on a inventé... D'ailleurs, je remercie, comment il s'appelle, Alice Grégoire, qui devait venir aujourd'hui, avec lequel j'ai parlé avant la conférence. J'ai reparlé, parce que bon, je l'avais déjà parlé avant, mais voilà, en tout cas, elle m'a remis des choses un petit peu en mémoire. Et c'est vrai que, voilà, on a confié, vous voyez, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, on a confié le problème au plombier, quoi, tu vois. Les toilettes, non, ça ne concerne pas l'architecture. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, effectivement, généraliser le water closet, c'est-à-dire le siphon, là, qui permet que les odeurs ne remontent pas par la descente, hein, et puis après, bien connecter la cuvette donc, à la descente à l'égout, et puis après,
c'est fini. Il suffit de dessiner des pièces d'environ 2 mètres carrés, voilà, 1 mètre de large et puis 2 mètres de profondeur. Et puis, la question est réglée. Voilà. Et ce qui est fascinant dans cette expo, voilà, ce qui met toutes les toilettes les unes à côté des autres, vous voyez. Bon, il met pratiquement une toilette d'un terme romain, je ne sais pas lequel, vous voyez, à côté d'une toilette japonaise. Là, je pense que c'est Toto, puisque c'est la grande entreprise là, qui a finalement volé la question de l'architecture, de la déjection aux architectes, vous voyez. Là, c'est une sorte de... Regardez là, elle est noire, vous voyez, on dirait une Mercedes. C'est un peu ça, c'est la Mercedes de la toilette, c'est-à-dire que vous vous asseyez dessus, vous voyez tout ce qui pourrait être spatialisé, vous voyez. Bon, excusez-moi, bien sûr c'est embêtant de rentrer dans le détail, mais je rentre dans le détail, se torcher les fesses, tout ça c'est absorbé, vous voyez, par l'objet. Cet objet noir, puisqu'il y a des filets, enfin il y a tout un système, il y a tout un système électronique, on appuie sur des boutons, et puis voilà, vous asseyez, vous ressortez, vous êtes propre et parfumé. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais été invité un jour en Corée avec d'autres personnes, et avec ces personnes, je crois, le soir, quand on parlait ensemble, enfin, en tout cas, elle, moi j'avais rien compris de toute façon, donc je n'ai même pas cherché à comprendre, mais elle parlait que des toilettes, si vous voulez. Parce que personne ne comprenait comment ça marchait, vous voyez. C'était en Corée, il y avait des tas de boutons, et personne n'a compris. Vous voyez, on avait l'impression aussi qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton, on pouvait langer ton bébé, tu vois. C'était un délire, quoi. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est vrai que... Enfin, je voudrais aussi revenir là-dessus, mais j'y pense maintenant, mais vous voyez, le rapport aussi c'est un peu... Bon, vous me direz, c'est un peu osé, mais je ne pense pas tant que ça. Le rapport aussi disons, de déféquer et d'enfanter. Voilà, d'ailleurs, je crois que c'est Roger-Henri Guérand, enfin, il ne parle pas de ça directement, mais il parle justement de toute la poésie sur les crottes. Vous voyez. Tous les poètes du XVIe siècle, voilà, ils déliraient complètement sur les étrons de leurs bien-aimés. Vous voyez. Donc, voilà, et là c'est pareil, dans les toilettes japonaises, quand on va au Japon, voilà, vous voyez, il y a toujours des systèmes complètement délirants, parce qu'on voit exactement ce qu'on fait. Vous voyez. Tout est fait pour que l'étron, quand il tombe de votre derrière, voilà, il reste tel quel. Enfin, ils prennent la meilleure forme possible. Et après, quand vous trouvez le bouton pour tirer la chasse, eh bien, ça part, il fait une sorte de valse dans un tourbillon, et puis il disparaît. Vous voyez. Il y a tout un travail comme ça. Voilà, c'est presque... Voilà, enfin, on pourrait dire donc... oui, c'est vrai, on pourrait dire un enfantement ou aussi un avortement. Vous voyez, c'est un truc. Et puis, c'est fou. Enfin, mais c'est intéressant, effectivement, de dire ça. C'est intéressant parce que, vraiment, cet acte-là, voilà, il est extrêmement intéressant. D'ailleurs, je voulais commencer par ça, puis j'ai oublié, mais je me rappelle, quand j'étais au lycée, un copain m'avait dit « Tu devrais lire Aragon, traité du style ». Et effectivement, chez Aragon, je crois que ça commence comme ça, je ne l'ai pas relu avant de venir ici, mais il dit la phrase « Faire, enfoncer, se dit chier ». Et donc, voilà, il y a beaucoup de... Ça comprend finalement énormément de choses. Et c'est vrai que c'est complètement sidérant que ce soit, disons, que ce lieu-là, qui pourrait être un lieu vraiment totalement extraordinaire, eh bien, il soit, disons, confiné dans un espace blanc de 1 mètre par 2 mètres. Voilà, donc, toutes les toilettes. Et bien sûr, les toilettes, bon, il y a en plus aussi dans les toilettes, ce qui est intéressant, c'est que dans les cabinets de toilettes, dans les cuves de toilettes, c'est que finalement, vous voyez, bon, quand vous rentrez dans un appartement, voilà, vous avez, bon, bien sûr, quand vous appuyez sur la poignée de la porte, donc vous lui serrez la main, ça c'est un contact physique. Mais après, quand vous rentrez dans les toilettes, c'est des contacts pratiquement indicibles, si vous voulez. C'est presque des contacts, disons, sexuels que vous avez dans les toilettes. Même on pourrait y réfléchir, vous voyez, parce que vous vous asseyez dans la cuvette, dont vous pouvez régler la température. Bon, d'ailleurs, les toilettes Toto, vous réglez la température exacte que vous souhaitez, vous voyez. Mais bon, en France, il suffit d'abattre la lunette pour que ce soit plus agréable. Au contraire, si vous préférez frais, rentrer directement en contact avec la porcelaine. Et tous ces instruments, vous voyez, donc ils ont quelque chose de presque obscène, vous voyez. Je crois que c'est comme ça qu'il faut les regarder. Vous voyez. Voilà, parce que, voilà, en général, une maison, un appartement, un logement, une habitation, c'est un contenant, mais avec les toilettes, voilà, vous avez une relation intime avec ce contenant.
Voilà, le schéma surtout qui est hyper important dans cette expo de Rem Koolhaas à Venise en 2014, hein, c'est de dire que voilà, donc la solution, elle est réglée. C'est la solution finale. Voyez, hein, le toilette en porcelaine, le WC en porcelaine, avec le siphon, hein, qui permet de résoudre tous les problèmes, et on ferme la porte et on ne s'occupe plus de ça. Enfin si, elle revient dans le musée. Et après, voilà, parce que c'est vrai, on la retourne, et puis des critiques d'art ont dit, je ne me rappelle plus, ah oui, cette toilette, elle est formidable parce qu'elle rappelle un Bouddha antique. Vous voyez, et donc toutes les correspondances, enfin, toutes les correspondances, voilà, sont possibles à partir de cet objet, et à partir de cet objet, voilà, qui entretient, voilà, des relations, vous voyez, presque indicibles, voilà, avec le corps. Voilà. Manger, déféquer. Bon, j'ai pas pu résister à mettre cette image de cet artiste que je trouve vraiment le plus grand aujourd'hui. Hein, c'est Wilm Delvoye. Hein, c'est Cloaca Maxima. Donc c'est une machine à faire de la merde. Hein. Donc d'un côté, on met des aliments, et de l'autre, donc on a des excréments. Là. Et peut-être effectivement, nous sommes tous des Cloaca Maxima. Bon, je reviens là sur le Tokyo Eat de Maupin. Donc c'était un restaurant qui a été malheureusement détruit, hein, où on pouvait manger une cuisine un petit peu globale, hein, à base de plats un petit peu, tout était un peu mélangé, voilà, un peu tous les pays du monde, il y avait la Thaïlande, la Chine, le Maroc, enfin il y avait toutes sortes disons, c'est vraiment la cuisine, disons, des années 2010, voilà, tout était cuisine globale. Et puis ensuite, voilà, les toilettes de Maupin. Voilà, elles aussi, elles étaient globales, puisqu'il avait choisi sur catalogue, hein, donc, les toilettes les plus exotiques. Quoi, voilà. Donc, effectivement, le chef, il faisait peut-être des nems, donc il avait pris en Thaïlande, vous voyez, des toilettes fabriquées par un fabricant thaïlandais, ou d'autres de Chine. Et donc, il y avait toute une collection, vous voyez, totalement délirante, hein, de toilettes. D'ailleurs, je n'ai pas remis l'image. Je suis désolé, j'avais une image qui les montrait. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, bien sûr, le fantôme de la liberté de Louise Buñuel, hein, où les bourgeois, voilà, au lieu de faire un repas, donc, eh bien, ils défèquent ensemble. Et après, une autre image où un mec se lève et demande à la servante où sont les toilettes, non, où est la chaîne à manger. Et puis il va dans une petite pièce de 2 mètres par 1 mètre, et il se baffre littéralement de nourriture. Voilà, l'animalité. C'est vrai que ça aussi, voilà, quand on va aux toilettes, c'est ça qui est. On est un animal. Là, c'est un loup qui marque son territoire. Et quelque part, vous voyez, le loup, quand il fait, avec la définition d'Aragon, puisqu'il fait, eh bien, quand il fait, voilà, il a quelque chose d'humain, parce qu'il est pratiquement accroupi, vous voyez, il force. Voilà, vous voyez, hein. Et donc, voilà, il y a quelque chose d'humain. Hein. Il y a quelque chose d'humain chez le chien, tout d'un coup. Voilà. Et ça, on ne le retrouve pas. On ne le trouve pas quand il mange, par exemple. Vous voyez. Et quand il baise, c'est pas vrai. Vous voyez. Et par contre, là, oui, là, il est humain. Vous voyez. Ou là, nous sommes, là aussi, nous, hein, quand nous allons aux toilettes, et c'est pour ça peut-être qu'elles sont aussi, disons, c'est pas, enfin, aussi, je dirais, neutres, aussi cachées dans les logements. Voilà, nous devenons des animaux, vous voyez, hein, comme Grégoire Samsa qui devient, dans la nouvelle de Kafka, vous voyez, un cancrelat, vous voyez, voilà. C'est un moment aussi où on se transforme, voilà, on se transforme en animal. Voilà, regardez-le, le pauvre, là. Mais il nous ressemble, vous voyez, c'est sûr. On est exactement dans la même position que lui, vous voyez. Voilà, et surtout, maintenant, je vais revenir un peu sur quelques projets que je trouve assez intéressants, parce qu'ils posent vraiment la question autrement. Et notamment, vous voyez, c'est l'agence RCR, l'agence espagnole RCR, et je ne sais pas s'ils ont réfléchi à ça, mais en fait, ce sont des gens qui réfléchissent énormément à ce qu'ils font. C'est ça qui m'a frappé chaque fois que j'ai pu parler avec eux. Ils sont des gens hyper réfléchis, quoi, voilà.
hein, parce qu'ils sont dans une toute petite ville, je n'ai déjà parlé là, dans le cours sur le sol, donc au-dessus près de Gérone, hein, au Lot, et ils ont presque tout construit, en tout cas tout ce qui est le plus intéressant, ils l'ont construit à Olot. Enfin, non, ils ont beaucoup construit à Olot, pardon, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes quand même. Parce que c'est une ville culturelle, en fait, c'est pas n'importe quelle ville, même si c'est une toute petite ville qui doit faire, je sais pas, peut-être 20 000 habitants, un truc comme ça, mais c'est une ville culturelle. Donc, ce sont des gens qui réfléchissent, vous voyez. Et là, c'est le restaurant, l'école à Olot. Et c'est assez fascinant parce que, voilà, quand on mange dans le restaurant, voilà, on est assis, mais on est à moitié enterré, vous voyez, parce qu'en fait, on est plus bas que le sol, on est à peu près à 80 cm du sol. Et surtout, voilà, quand on mange, on voit les animaux comme ça qui courent. On voit la poule, là, par exemple. Là. Elle est là, là. Et après, et peut-être la poule qui est là, toi, tu as sa cousine dans ton assiette, et tu es en train de la manger, tu vois. Voilà, ça, c'est un truc, déjà, ça met l'ambiance, quoi, tu vois, voilà. Voilà. Ensuite, à côté du restaurant, enfin, jouxtant le restaurant, dans la propriété du restaurant, ils ont fait une salle des fêtes, hein, dont j'ai déjà parlé dans le cours sur le baldaquin. C'est une grande salle des fêtes avec, vous voyez, il y a 2 massifs de fondation et après c'est des tubes en cortène qui soutiennent donc une toiture très légère. Et voilà, donc ça c'est ça. Et là c'est la coupe, vous voyez. Et là on voit sur la coupe, vous voyez, donc le grand espace là, donc. Là, c'est un espace où les gens, un espace pour les réceptions, pour les fêtes, pour les mariages, pour les premières communions. Vous voyez, donc les gens sont là, c'est un truc festif. Et d'ailleurs, effectivement, les poutres, ça fonctionne un peu comme les guirlandes, voilà, des guirlandes sous lesquelles on fait la fête. Mais on imagine, vous voyez, on est avec sa famille, ses amis, son cousin qu'on n'a pas vu depuis des années, on s'interpelle. On chante, on danse, on mange très bien, parce qu'effectivement, le chef, il est très connu, c'est un restaurant qui a plusieurs étoiles au guide Michelin. Donc là, c'est un truc fou. Et après, vous voyez, quand tout d'un coup, on a un besoin pressant, on va aux toilettes. Et c'est vrai que c'est fou, parce que c'est vraiment traité comme une sorte de parcours initiatique, tu vois. Voilà. Donc, parce que voilà, on va vers justement un des massifs de fondation qui est recouvert de cailloux et qui soutiennent donc les guirlandes en cortène. Et voilà, on passe par un passage, on prend un couloir éclairé zénitalement, et après il y a des portes en inox. Et là, vous voyez, on rentre, voilà, dans la toilette. Et la toilette, c'est vrai que voilà, là comme ça. Et ça c'est ce qu'on voit. On est complètement, vous voyez, rejeté, un peu comme dans les châteaux tout à l'heure. Vous voyez, on est rejeté à la périphérie. On est sur un tas de cailloux, devant un tas de cailloux. Là, la barre qu'on voit, c'est le lavabo qui fonctionne comme une sorte de poutre. Vous voyez. Et là, on entend les bruits de la ville. Hein, et puis donc, on s'accroupit, voilà, exactement, vous voyez, comme le chien tout à l'heure, ou comme la poule hein, qu'on a vue, hein, qu'on a peut-être mangée. Et on va ensuite peut-être retourner avec ses amis. Voilà, autre exemple, ça c'est leur agence à Olot, c'est une ancienne fonderie de cloches, j'en ai parlé dans le cours sur le sol, c'est l'entrée. Et là, vous voyez, c'est assez fascinant parce qu'il y a des toilettes donc, qui sont au rez-de-chaussée. On les voit pas très... Excusez-moi. On les voit sur le plan, mais... En fait, on ne les voit pas. Bon, elles sont au milieu pratiquement du plan. Elles donnent sur un petit jardin. Et en fait, c'est pas indiqué sur le plan en plus, mais elles ne sont séparées du jardin, non pas par un mur ou par une fenêtre, mais simplement par un rideau. Vous voyez. Et donc, quand vous rentrez dans les toilettes, vous voyez à travers le rideau, il est en jute, comme ça. Et bien sûr, vous entendez tous les bruits de la cour, vous entendez des discussions, vous entendez... voilà. Et aussi, ce qui est fascinant... Bon, donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que... Voilà, c'est ça qui est bien en architecture. C'est-à-dire que, voilà, tout d'un coup, ils font des toilettes, et putain, ils brassent toute l'histoire de l'architecture. Parce que, vous voyez, on revient aux latrines, là, que, par exemple, on avait sans doute à l'époque de la fonderie. Voilà, il y avait une cabane en bois au fond du jardin, avec une fosse septique. On allait là-bas, la porte était mal fermée, ou elle fermait à peine, ou elle restait ouverte, vous voyez. On était en contact avec la nature. Donc on retrouve ça.
Et puis ensuite, on retrouve aussi autre chose, vous voyez. On retrouve aussi que, on va le voir tout de suite, mais on retrouve que longtemps, vous voyez, les toilettes, ça a été un meuble. Vous voyez, j'ai parlé du pot de chambre, c'est un meuble, donc on le rangeait. La chaise percée, c'est aussi un meuble. D'ailleurs, on l'a rangé dans un espace qui s'appelait la garde-robe, vous voyez. Donc tous ces noms qui font complètement oublier la chose. Mais voilà, donc c'était un meuble. Et donc là, c'est un peu pareil, vous voyez. Parce que vous rentrez, il n'y a rien. Là, on voit à droite le rideau en jute, qui communique avec le jardin. Et là, vous êtes confronté à cette paroi en acier corten. Et puis tout d'un coup, vous voyez, le toilette bascule. Il était pris dans le mur. Vous vous asseyez, vous faites vos besoins. Et quand vous vous levez, la chasse se tire toute seule. Et puis la cuve rebascule et disparaît complètement dans le mur. C'est un espace, voilà, vous voyez, il y a tout. Parce qu'il y a à la fois, je vous dis, donc, la latrine, donc traditionnelle, dans ces petites villes de campagne, dans ces villages de campagne, à la campagne. Vous voyez. Il y a aussi, donc, effectivement, l'espace japonais. Voilà, c'est un espace très simple. Ils ont beaucoup de relations avec le Japon, où il n'y a rien. Et puis on apporte. Vous voyez, il n'y a pas de chambre au Japon. Voilà, il y a des tamis partout. Et puis vous prenez votre, on appelle ça, on appelle ça déjà. Oui, voilà, très bien. Et puis on le déplie. Et après quand on a fini de dormir, on le replie, on le range. Et puis c'est fini. La pièce sert à autre chose. Donc vous voyez, il y a à la fois là le truc traditionnel, quelque chose un peu de plus global, l'histoire du Japon. Et puis aussi, bon, aujourd'hui, c'est quoi un espace de travail, par exemple, l'espace de travail, l'espace dans un bureau. Il faut voir qu'aujourd'hui, disons, là où se pense l'espace, c'est pas chez toi. Tout le monde s'en branle. C'est au bureau. Là, donc, et au bureau, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est vrai qu'il on n'a plus de place attribuée. On vient avec son ordinateur, on le pose, après on le replie, on s'en va. Donc vous voyez, et même la question des toilettes, quelque part, elle est aussi pensée, vous voyez, comme l'espace du bureau contemporain. Bon, bien sûr, dans les toilettes, c'est sûr qu'il y a un dressage, c'est vrai. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, le cauchemar que c'était, parce qu'on me mettait sur mon pot et il fallait faire, quoi, tu vois. Voilà, c'était... donc, c'est un dressage. Tu ne vas pas faire dans ta culotte, tu ne vas pas faire n'importe où, n'importe quand. Donc, il faut prévoir, il faut déjà avoir... donc, ça demande une stratégie, voilà, pour pas être confronté, voilà, à un besoin pressant. Et là, c'est vrai, ce dressage, on le ressent très fortement dans les toilettes, là aussi, d'une maison dont j'ai parlé cette année, la Casa Horizonte, toujours de RCR. C'est une maison donc, qui est en cortène, vous voyez, avec les blocs de cortène, ça correspond aux chambres. Le bloc central qui donne sur le bassin, c'est le séjour. L'autre bloc important avec le grand dégagement, c'est la cuisine et la salle à manger. Et puis donc, à droite, c'est la chambre de la propriétaire. Et puis, à gauche, c'est les chambres des enfants. C'est un truc très, très cadré. Et c'est vrai que ce qui est fascinant aussi dans ce travail, c'est la manière dont est traitée la nature. C'est d'une violence... Vous voyez, on sent très bien, d'abord le bâtiment est en cortène, voilà, c'est l'acier dont on fait les guillotines. Vous voyez. Et donc il vient s'insérer assez violemment dans le paysage, avec un certain... il vient s'insérer assez violemment. Oui, bien sûr, c'est pas violent dans le sens où c'est du cortène, donc c'est comme ça recouvre tout d'une sorte de velours qui peut rappeler les feuilles en automne. Mais il y a une violence, malgré tout, si vous voulez, parce que c'est vraiment des choses qui viennent s'insérer, qui viennent, disons, s'inscrire très, très fortement dans le sol. Et là, vous voyez, c'est toute la partie enterrée, parce que quand on arrive en voiture, il y a toute une partie qui est enterrée, où, disons, le terrain, il est creusé, et ensuite, on voit c'est un mur en galets, qui est retenu par des lames de cortène. Voilà. Bon, ça c'est la salle, là c'est la chambre. Et là, vous voyez, c'est les toilettes
publiques, enfin publiques, les toilettes communes, et qui ne sont pas perpendiculaires, mais qui sont comme les autres pièces, mais qui sont parallèles à la circulation. Et vous voyez, tout est en cortène, tout est resserré complètement. Vous voyez, c'est un espace, on a l'impression que c'est une sorte un espace qui aurait été conçu par Edgar Poe, vous voyez, où les murs se rapprochent, vous voyez, pour vous aider dans votre travail de déjection, vous voyez. Bon, autre exemple, ça c'est la maison de Raphaël Aronda, qui est un des membres de RCR, c'est le premier R. Et donc il a construit une maison, et cette maison, si vous voulez, c'est une maison qui existait, c'est une maison du XIXe siècle, il y avait une façade sur rue, une toiture, une façade sur jardin. Il a gardé la façade sur rue, il a gardé la toiture qui reposait sur les mitoyens, et il a enlevé tous les planchers et enlevé la façade arrière qui est pratiquement totalement vitrée, et qui donne sur le jardin pour établir une continuité parfaite entre l'habitation et le jardin. Et ensuite, voilà, il a créé tout un mur structurel, toujours en lame en lame d'acier. Il a créé 2 parois comme ça structurelles qui sont parallèles au mur mitoyen. Et ces parois, elles permettent de tenir les différents niveaux en mezzanine. Parce qu'il n'y a pas de porte. Voilà. Tout communique, c'est sa maison à lui, il vit avec sa femme, mais il reçoit des amis, tout est fait pour recevoir des gens, puisque les différentes mezzanines, donc celle du bas, enfin celle du sol en bas, elle lui sert de chambre, mais après, toutes les autres, elles sont totalement polyvalentes, elles peuvent recevoir des amis. Mais il n'y a strictement aucune porte. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de porte non plus dans les toilettes, puisque les toilettes, donc, ils sont dans l'entre-deux, entre le mur métallique et le mur mitoyen. On le voit d'ailleurs, le mur mitoyen à gauche. Et, vous voyez, et aussi, il y a cette liaison avec les circulations. Vous voyez, comme on en a parlé tout à l'heure, à propos du féministère. Puisque, en fait, la rampe, là, elle permet de monter donc d'une mezzanine à l'autre. Voilà, c'est ouvert, c'est complètement ouvert. Il n'y a pas de porte. Voilà. Et on passe là directement donc, des toilettes, de la salle de bain, du lavabo à la chambre. Et là, on voit, oui, donc les 2 murs, donc, avec cet espace donc, complètement libre, complètement ouvert. Là, c'est le plan. Il faut le comprendre, puisque donc à droite, c'est le demi-sous-sol, quelque part. Voilà, vous voyez, à droite, vous avez la rue, après, il y a une cave, et puis après, donc, il y a la chambre. La chambre, elle est au niveau du jardin. Vous voyez, les toilettes, ils sont dans la bande en haut. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, il y a un bassin, mais le bassin n'est pas à l'extérieur, il est dans la chambre, et il permet effectivement le reflet de la lune et du soleil dans l'espace. Voilà, vous voyez, les différents plateaux, et cet espace totalement ouvert. Et là aussi, c'est un espace architectural. C'est vrai parce qu'on voilà, on voit à la fois, vous voyez, le côté, on retrouve le côté canien dont j'ai parlé tout à l'heure, à propos des châteaux écossais, la séparation des espaces servants, qui sont la périphérie, qui concerne effectivement donc, les toilettes, les salles de bain et les circulations, et puis les espaces servis, donc, qui sont ces grandes plateformes en lévitation. Et ça, si vous voulez, la séparation, elle n'est pas marquée par une porte, un battant de porte, mais elle est simplement conceptuelle. Il y a les espaces, et les espaces servants sont extrêmement marqués, puisqu'effectivement, vous voyez, on voit ce rideau de métal qui est porteur, qui porte les mezzanines, et qui protège donc les espaces servants. Voilà, bien sûr, les toilettes, ça permet de méditer, c'est sûr. C'est là où tu es. D'abord, les toilettes, c'est peut-être là. Voilà, tu es toujours seul. Enfin, vraiment de très rares exceptions. Tu es seul dans tes toilettes, c'est clair. C'est fait pour une personne, quoi. Donc c'est là où tu vas rentrer, tu vas être seul pendant un certain moment, pendant, je sais pas, 2, 3, 5, 10 minutes. Tu vas t'enfermer, tu vas être loin de peut-être tes enfants qui t'emmerdent, ta femme qui te fait chier. Tu vas rentrer là-dedans, tu vas
ou l'inverse, ou ton mari qui est hystérique. Et donc, voilà, tu t'enfermes là-dedans. C'est l'endroit de la maison qui permet ça. Voilà, et ça, c'est Saint-Jérôme en méditation. Voilà, on voit son corps là complètement. Bon, il n'est pas en train de faire, mais il médite, il réfléchit. On voit, le corps est pratiquement dénudé. En plus, il y a toujours cette idée du crâne, du squelette. Vous voyez, il y a l'idée de la vanité aussi, de la vanité humaine. Mais c'est vrai que la vanité, voilà, on peut la voir quand on est dans les toilettes, parce que dans les toilettes, excusez-moi, mais c'est difficile de ne pas être grossier quand on fait un cours sur les toilettes. Mais voilà, c'est pas, vous voyez, les toilettes, c'est pas je pense, donc je suis. C'est je pense, mais je chie. C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Voilà. Donc Saint Jérôme en méditation, voilà, il est là. Mais vous voyez, mais c'est ça. Vous voyez, méditer, c'est méditer aussi sur la vanité, sur, disons, la fragilité, du corps, de la vie humaine. Et tout ça, c'est vrai que c'est un endroit. Les toilettes, c'est un endroit où on peut y réfléchir. Que ce soit donc Saint Jérôme ou que ce soit Marie-Madeleine. Moi, j'ai pris des tableaux de Caravage parce que voilà, la lumière est trop géniale, parce que c'est vrai que c'est une lumière zénitale et latérale. Et c'est un peu la lumière qu'on va voir maintenant pour ce type-là que je trouve vraiment bon. Hein, c'est Eduardo Soto-Limois. Il a fait donc une maison, c'est la Casa Nevo Ginde en 83-88. Puis elle a été reprise ensuite. Bon, moi je l'ai vue maintenant, elle est un petit peu différente d'avant. Et donc c'est une maison mûre, elle est vraiment, c'est deux murs comme ça, voilà, voilà, deux murs. D'abord il y a toute la partie. C'est aussi très antique, quelque part. Il y a toute la partie familiale avec les chambres, les salles de bain. Et après, il y a toute la partie, disons, publique de la maison, où il y a le bureau, où on reçoit les gens. Vous voyez, comme dans la maison romaine traditionnelle, on reçoit ses clients. Voilà, donc, il y a l'autre partie. Et même dans l'autre partie, elle intègre des sortes de thermes, puisqu'à l'origine, il y avait une piscine qui était totalement intégrée dans le bâtiment. Bon, ça, le nouveau propriétaire l'a fait remplacer, l'a fait démolir, mais on va la voir quand même un tout petit peu. Voilà, vous voyez, là c'est l'axonométrie, donc on voit, comme je l'ai dit, vous voyez, d'abord les chambres, voilà, ensuite, les chambres, c'est toute la partie, disons, la partie privée, totalement privée de l'appartement, et l'autre, la partie publique, avec des termes. Le terme, c'est le grand espace là, qui est tout en haut de l'image. Voilà, ça c'est aujourd'hui, c'est l'autre façade avec la piscine qui a été sortie. Avant, elle était dans le bâtiment que l'on voit à gauche. Et là, c'était l'ancienne piscine. C'est vrai que c'était un truc de fou, parce que c'est sûr que c'est pas la même chose. Vous voyez cette piscine-là, et puis la piscine que le mec a fait faire. Enfin, c'est Soto-Limois qui l'a construite, hein, mais là, c'était vraiment autre chose, parce que en même temps, vous voyez la colonne qui était porteuse de la maison, du toit. Eh bien, elle traversait le bassin. C'est un truc de fou, quoi, je trouve. Voilà. Parce que vous voyez, c'est pas. Voilà, c'est aussi une réflexion sur l'eau qui sert aux ablutions. Vous voyez, l'eau qui sert aux ablutions. L'eau, c'est pas quelque chose de voilà qui est totalement à notre service, quoi. C'est un truc c'est l'eau. Vous voyez, quand on se baigne dans l'eau, par exemple, dans une piscine, dans sa baignoire, vous voyez, quand on boit de l'eau, vous voyez, l'eau qu'on boit, elle a traversé des corps et des corps et des corps et des corps. Et d'ailleurs, dans les années 90, il y avait un scientifique un peu de la plaque qui disait que voilà, il y avait une mémoire de l'eau. Mais c'est un truc, c'est une sorte d'escroquerie scientifique délirante. Mais voilà, on comprend ça. Vous voyez, on comprend ça. C'est que l'eau, putain, c'est pas. Vous voyez, la publicité, on voit Evian, c'est l'eau fraîche, etc. Non, c'est pas frais du tout, quoi. Hein, c'est là depuis des milliers d'années. Hein, ça a traversé des corps et des corps peut-être pustuleux, tu vois, avant d'arriver chez toi. Et donc quelque part. Voilà, juste en mettant le pilier, vous voyez, dans la piscine, voilà, il donne voilà, une autre dimension voilà, à cette eau. Voilà, donc là c'est la partie des chambres, et voilà, ça c'est les toilettes. Bon, c'est tout bête, vous allez me dire, mais tu te fous de notre gueule, là, c'est pas... Si, parce qu'il y a juste, vous voyez, un éclairage zénital, et c'est ça qui change tout. Voilà, il y a une lumière zénitale hein, qui transforme voilà, complètement l'espace. Et lui, je ne sais pas, il faudrait peut-être un jour je lui pose la question, mais c'est vrai que je trouve que ce type, c'est vrai qu'il a très tendance souvent à transformer la lumière en quelque chose de
presque religieux, vous voyez, voilà. Hein. Et là, dans les toilettes, je trouve que c'était bien trouvé, de transformer justement cet espace, qui est un espace hygiénique simplement, voilà, hein, qui travaille au corps sain, en faire voilà, un autre espace, hein, beaucoup moins défini, un espace où on peut méditer, on peut avoir une sorte de révélation, hein, parce qu'il y a justement cette lumière comme ça, donc un zénithal qui tombe latéralement et puis qui éclaire les visages. Bon, pour terminer peut-être, enfin pas tout à fait là, faire un tour à Tokyo, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce film de Wenders, comment il s'appelait déjà Perfect Day, voilà, Perfect Days. Donc voilà, bon, qui parle de ce programme à Shibuya, là, avec les grands architectes de Tokyo qui ont fait des toilettes. Enfin, je trouve que c'est... Bon, le film, bien sûr, c'est un film de Wenders, il est formidable, mais ce Tokyo Toilet, je trouve ça totalement sans intérêt, si vous voulez. Parce que les architectes, ils ont fait des coquilles, voilà, donc j'aimerais pas, Tadao Ando, il a fait une sorte de rotonde, Kengo Kuma, il a fait des petites cabanes en bois, et puis après, on rentre, et qu'est-ce qu'on a Toto, vous voyez Toto partout, quoi, tu vois hein, donc, ça va, quoi, ça va. Donc, voilà. Mais lui ce mec-là, je trouve qu'il a bien trouvé le truc. Il a fait autre chose. Il a pas fait de coquille. Hein. Donc, c'est Masashimi Katayama. Il n'a pas fait de coquille. Il a fait un truc assez bien, je trouve, parce que, voilà, c'est les toilettes publiques à Tokyo. C'était pour dire que, voilà, c'était avant les Jeux Olympiques. On va faire de Tokyo une ville propre. Donc, on va empêcher les gens de faire leurs besoins dehors. Mais quelque part, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est dehors en tout cas, un homme, ça va, des femmes, c'est très différent. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est dehors quand on est pris d'un besoin pressant, voilà, quand on a bu et qu'on rentre chez soi, quoi, complètement bourré, quoi, et qu'on ne peut pas se retenir. Et donc, on se met devant un mur et on urine. Quoi. Et lui, qui n'a jamais fait ça, ne peut pas comprendre le plaisir qu'on peut trouver à ça. Et donc, lui, il a compris ça. Il a compris ça. Et donc, il a fait des murs, vous voyez, des murs offerts. Et donc, aux déjections, aux défécations. Et il a fait. Et c'est tout un système hyper intéressant. C'est des très beaux murs en béton. Hein, et donc, ces murs, vous voyez, c'est comme une roue qui vient chercher les gens et qui les trie. Quoi, voilà. Parce qu'en plus, il y a les toilettes pour femmes, les toilettes pour hommes, les toilettes pour adultes avec enfants et ou personnes à mobilité réduite. Voilà, tout ça, c'est classé. Et donc, voilà, vous voyez, c'est une roue. Soit tu rentres, la première là, c'est pour les personnes avec des enfants ou la mobilité réduite. Celle du haut, c'est les hommes, et celle du bas, celle à droite, c'est les femmes. Et il y a des pictogrammes, justement, qui permettent de régler les flux. Vous voyez, donc chacun sait exactement où il va. Voilà, donc on suit les murs, et c'est vrai que les appareils, pour les ablutions, et notamment pour les urinoirs, donc ils sont posés, bien sûr, on ne va pas faire sur le mur, mais ils sont posés, parce que c'est encore Toto, bien sûr. Mais c'est du Toto intelligemment, intelligemment composé. Voilà. Et donc l'urinoir, il est contre le mur. Là, c'est pareil, donc ça c'est pour les femmes. C'est pareil, donc là, c'est des petits cabinets qui rentrent dans un renforcement du mur. Et donc il y a à la fois ça, mais il y a aussi, bien sûr, le mythe, vous voyez, du labyrinthe. Voilà, c'est une sorte de labyrinthe, et puis on rentre dedans, et justement, on ne devient pas le Minotaure, ni le Cancrela de Kafka, mais voilà, on peut devenir animal, vous voyez, dans ce labyrinthe. Et après, on peut en ressortir. Voilà, autre exemple japonais, hein, c'est les toilettes publiques pour femmes de Fujimoto à Shiba. Et là aussi, c'est intéressant parce que voilà, il y a un côté presque sacré, finalement. Parce que voilà, ça renvoie un petit peu au cours que j'avais fait là, sur le sol, avec cette histoire de Téménos, vous voyez, d'espace sacré. Donc là, c'est en pleine nature, enfin en pleine nature. Oui, il y a des trains, il y a des...
la nature telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Il y a une voie ferrée avec des Michelin qui passent, il y a des voitures, mais il y a de la végétation. Donc il a tenu compte de la végétation, il a simplement fait un mur d'enceinte en bois avec une porte, voilà, et une clé. Donc on rentre, enfin avec un verrou, réservé uniquement aux femmes. Et voilà, on est, vous voyez, dans un espace, voilà, ce qui qualifie l'espace sacré. C'est-à-dire que voilà, c'est un espace fermé, qui est complètement différent de l'espace profane. En plus, il a une forme comme ça, ovoïde, qui est assez finalement bienvenue. Voilà. La porte est dans l'axe, voilà. Hein. Tout ça, c'est des rondins en bois là, qui sont parfaitement ajustés et qui définissent donc l'enceinte. Et puis au centre, donc, dans un cristal, hein, là, la toilette. Et il y a tout un parcours donc, qui mène de la porte à la toilette et qui permet, vous voyez, ensuite, donc, aux femmes. Enfin, en plus, c'est intéressant parce que voilà, c'est comme une prêtresse, vous voyez, parce que c'est pas tout le monde peut rentrer là. Il faut être femme, il ne faut pas être notre homme. Vous voyez. Donc, on rentre et puis ensuite, on peut faire ses besoins quelque part en communion, voilà, avec la nature. Voilà, et pour terminer, c'est vrai que c'est peut-être ouvrir la porte vers autre chose, hein, peut-être. Je vais faire voir le travail de mes étudiants il y a 2 ans, en 2022. Voilà, je leur avais demandé, j'en avais déjà parlé un tout petit peu, mais je n'avais pas fait voir leurs travaux. Mes étudiants de première année, donc je leur avais demandé de réfléchir sur tous les objets connectés, canalisés, donc, de l'habitation. Et puis, voilà, plutôt que comme on fait d'habitude, vous voyez, en général, quand on fait une habitation, bon, on met le séjour, on met la chambre, et puis après, entre eux, on met les espaces servants. En général, pas la lumière, on les met à l'intérieur, parce qu'effectivement, on préfère que soient éclairés les espaces de vie plutôt que ces espaces-là. Et là, c'était renverser le problème complètement et définir l'habitation uniquement, vous voyez, en définissant ces objets connectés et puis leur connexion. Voilà, elle par exemple, donc c'était un plan théorique, hein, je crois, de 12 par 12, voilà. Hein, donc il y avait 2 parties qui donnaient sur l'extérieur, donc qui étaient vitrées, et après 2 parties mitoyennes avec des murs porteurs, et puis au centre, donc 3 colonnes, et au centre surtout, donc une trémie hein, qui permettait à la fois les descentes d'eau et puis les arrivées d'eau. Voilà, donc elle a fait ça comme une sorte de théâtre, voilà, avec un grill technique voilà, qui soutient, vous voyez, les tuyaux, les arrivées d'eau, hein, qui soutient aussi tout ce qui est ventilation mécanique, et puis qui soutient aussi les rideaux, comme au théâtre. Et ensuite, les différentes pièces connectées, vous voyez, elles viennent prendre place. Hein, le toilette, par exemple, tout de suite, là, à droite, comme un trône, voilà, vous voyez. Hein, où, effectivement, avec le rideau, voilà, où, finalement, on peut avoir une sorte de mise en scène maximale, vous voyez, hein, donc, dans l'habitation, hein, de l'acte de déféquer. Et puis ensuite, donc, il y a la cuisine, il y a la baignoire, bien sûr. Autre exemple, c'était un petit peu la même chose, mais simplement, elle a vraiment, disons, il n'y a pas de rideau, hein, ce sont des meubles hein, dans lesquels viennent s'incruster donc ces objets connectés, les toilettes, les baignoires. Et il n'y a pas de tuyau au sol, comme dans l'autre cas où on le voyait, parce qu'il y a un faux plancher qui permet les évacuations. Et donc voilà, vous voyez, mais on voit quand même les tuyaux par transparence. Et donc on a la baignoire, les toilettes, voilà, qui sont tout d'un coup, on change les choses. On retourne, disons, la logique de l'habitation comme un gant, et puis on met en exergue tous ces espaces cachés, voilà, hein, les espaces de méditation, les espaces d'épuration, le bain. Et le dernier, lui, il avait fait comme une sorte de station spatiale, et donc c'était des éléments qui pouvaient bouger et qui étaient connectés donc avec des tuyaux des tuyaux souples pour pouvoir bouger, un peu comme une station spatiale. Et vous voyez, c'est pareil, on pouvait se mettre
en évidence, là, donc, dans chacun de ces modules. Voilà, voilà, tout était connecté. Corps connecté. Merci.